Merci Ryan, on va essayer de décoller et on va installer tout de suite nos invités. Marianne Léchet, vous êtes délégué général de la Fondation SNCF. Installez-vous. Monsieur Dominique Thierry, vous êtes vice-président de France Bénévolat. Installez-vous. Je continue. Bénédicte Rouby, vous êtes vice-présidente de la Fédération française de judo et de disciplines associées. Vous nous direz ce que sont ces disciplines associées. Jean-Benoît Dujol, vous êtes directeur de l'Agence du service civique. Bénédicte Rouby, vous êtes vice-présidente. Non, pardon, je m'en mêle. Où est-ce qu'elle est Marie-Paul Fernaise, voilà, vous êtes conseillère technique nationale, responsable du haut niveau à la Fédération française de sport adapté. Le dernier, mais non des moindres, Yves Foucault, vous êtes présidente de la Fédération française de sport adapté. Mettez-vous là, je vais me mettre au bout par là-bas. Voilà, je vous laisse un micro. Ah voilà, Yves Foucault est très attaché au protocole. Yves, je vous donne un micro, comme ça, pour votre côté. On va parler de le bénévolat de sport sur ce plateau ce matin avec nos invités. Peut-être, puisque vous avez le micro, Yves, vous pouvez peut-être commencer. La Fédération française de sport adapté fête ses 40 ans. Il faut peut-être rappeler ce que c'est que le sport adapté, à qui ça s'adresse, Yves. Oui, bonjour à toutes et à tous. La Fédération française du sport adapté, c'est la fédération qui s'occupe des personnes souffrant du handicap mental ou d'un handicap psychique. Aujourd'hui, la fédération, c'est 43 000 licenciés, 1000 clubs en France, une centaine de comités départementaux, 23 ligues, une équipe de bénévoles, entre guillemets, qui doit dépasser aujourd'hui les 8 à 10 000 personnes. Vous êtes bénévole, Yves? Ah ben moi je suis, oui, un pur bénévole. J'ai pris le train ce matin à 6 h du matin à Beaumont, puis je suis arrivé, voilà, et on me rembourse généreusement quand même mon ticket deuxième classe avec la carte senior. Voilà, c'est une illustration de ce qu'est le bénévolat. Ça vous prend combien de temps par semaine? Ben, j'ai envie de dire, il y a des semaines, ça prend 35 heures, et il y a d'autres semaines, ça en prend 60, comme depuis un moment, puisque la semaine dernière, j'étais sur une autre manifestation qui était EDF Handisport sur le parvis de l'Hôtel de Ville, vendredi, samedi, et puis cette semaine des festivals, mercredi, comité paralympique, et mercredi prochain, je reçois une délégation de ma région Languedoc-Roussillon. On vous redonnera le micro tout à l'heure, Yves. On va peut-être demander au vice-président de France Bénévolat, Dominique Thierry, un bénévole qui fait 60 heures par semaine. Déjà, est-ce que c'est légal? Ah ben, oui, c'est parfaitement légal. C'est ça ce qui est formidable. Attention, hein, on va le mettre au prud'homme. Il n'y a pas de code du travail. Et je n'ai pas commencé par dire que je dois être à peu près dans la même situation. Donc, mais ce n'est pas forcément des exemples. Il ne faut pas faire peur aux clients, entre guillemets. Bon, et c'est le degré de notre investissement. C'est quoi l'engagement moyen d'un bénévole? On a une idée? On n'a pas de très bons chiffres sur le sujet. Il y a des études du CNRS qui disent 80 heures par an. Mais je pense que c'est sous-estimé. Quelques associations, comme par exemple le Secours catholique, a essayé d'analyser un peu de façon précise. Alors, sur 70 000 bénévoles, c'est 230 heures par an en moyenne. Mais les moyennes, voilà. Mais je pense que globalement, quand on demande aux gens combien ils passent de temps, ils sous-estiment toujours le temps qu'ils passent. Donc voilà. Donc ils en font toujours un peu plus qu'ils ne le disent. Dans quel domaine? On parle de sport ce matin ici sur le plateau du Festival. Est-ce que le sport, c'est un domaine qui est, j'allais dire, gourmand en bénévoles? Ah oui, ça représente, en termes de chiffres approximatifs, l'ensemble du secteur sportif. Ça représente presque le tiers des bénévoles français, dont je rappelle, si les gens ne savaient pas, qu'il y en a 11 300 000 dans le seul champ associatif. Il y a aussi ce qu'on appelle le bénévolat de proximité, des gens qui vont donner un coup de main spontanément, etc., où il y en a à peu près 7 millions, mais dans le seul champ du bénévolat associatif, c'est 11 300 000. On a fait une étude très précise. Et puis, on dit un gros tiers, entre 25 et 30% dans le secteur sportif. Et dans le secteur de la solidarité? Solidarité, alors jusqu'où on met, etc., c'est à peu près un autre tiers. Et puis ce qu'on appelle, entre technocrates, les secteurs dispersés, qui sont très importants, le culturel, l'environnemental, un petit tiers, voilà, à peu près. C'est des grandes masses. Merci. On va faire un petit tour comme ça pour qu'on se présente et qu'on fasse un petit peu connaissance. Je vais m'adresser à ma voisine, Bénédicte Rouby, à la Fédération française de judo. On a des bénévoles. Prenez le micro qui est à votre gauche qui arrive.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, je crois que c'est la majorité des personnes qui s'engagent à la Fédération de judo, que ce soit dans les clubs, c'est 4500 clubs. C'est aussi 33 comités régionaux et 90 comités départementaux, essentiellement des bénévoles. C'est 170 cadres qui sont professionnels et seulement 20% des enseignants qui sont rémunérés. Donc ça veut dire que toutes les autres personnes qui travaillent, c'est 7000 enseignants au total qui sont à la fédération, qui s'engagent essentiellement sur du bénévolat. Donc c'est une forme qui est essentielle pour la structuration de la fédération et je crois que c'est aussi le binôme avec les professionnels qui permet aussi de fonctionner. Et puis moi je dirais que par rapport au calcul du temps du bénévolat, c'est permanent. En fait, on ne peut pas dire de telle heure à telle heure je suis bénévole. C'est-à-dire que quand on s'engage auprès d'une association en tant que bénévole... On met un doigt dedans et on y tombe tout entier. Voilà, c'est-à-dire que c'est permanent, on l'a à l'esprit. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire peur à des gens qui nous écoutent et qui voudraient être bénévoles, qui se disent « Oh là là, je n'ai pas envie de devenir bénévole à temps plein ». Vous trouvez aujourd'hui des bénévoles pour animer dans les clubs l'activité judo ? On a une population qui est essentiellement sont des enfants. 85% des licenciés ont moins de 11 ans. Et dans les clubs, ce sont essentiellement les parents qui sont dans les comités de directeurs des clubs. Dans les bureaux des clubs, ce sont souvent 3 personnes. Donc on a un taux de renouvellement qui est important puisque on a... Ça, c'est les instances dirigeantes des clubs, mais l'éducateur sportif, et alors, ou je ne sais pas comment on dit, l'animateur, alors le pour prof les enseignants, de sport. on a un système de formation qui permet aussi de recruter parmi les ceintures noires de judo, qui a un vivier qui est important. On forme 4000 ceintures noires par an. Recruter ou recruter bénévoles ? C'est-à-dire bénévoles qui s'engagent sur des fonctions de bénévolat pour être dirigeants, mais qui s'engagent aussi pour être enseignants bénévoles. Donc c'est aussi une possibilité. Maintenant, on incite forcément à devenir professionnel au niveau des associations parce que c'est aussi ce qui permet de pérenniser les actions dans les clubs. Et donc c'est aussi un axe qu'on tente de développer. Qui sont les bénévoles aujourd'hui de la Fédération française de judo? Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes? On trouve encore des bénévoles aujourd'hui? On dit que les Français sont, je sais pas, plus égoïstes qu'autrefois. Je crois que c'est aussi, je dirais que c'est mixte, mais c'est essentiellement des hommes dans les instances dirigeantes de la fédération. Je crois que c'est à peu près comme ça pour toutes les fédérations. Les messieurs hochent la tête. Non, dans le sport, c'est quand même le cas, en tout cas dans notre fédération. C'est plutôt des personnes qui ont du temps, donc c'est aussi cela. Mais je pense que toute forme d'engagement est possible, c'est-à-dire que on peut aussi avoir très peu de temps à donner, mais ce temps est forcément utile pour l'association. Et après, c'est aussi une volonté. Je pense que l'exemple est important aussi. Je vais me tourner vers Jean-Benoît Dujol. Vous êtes le directeur de l'agence du service civique. Donc là, on a, j'allais dire, institutionnalisé l'engagement des jeunes. Ils ne sont pas forcément bénévoles, ou ils ne sont jamais bénévoles. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Bonjour à tous et à toutes. En effet, le service civique, c'est une forme récente et originale d'engagement. L'idée, c'est pas de l'institutionnaliser, c'est de le structurer et de donner un véhicule sécurisé et aussi confortable que possible, même s'il n'est pas tant que ça, pour permettre de faire droit à un désir, une demande d'engagement qui émane des jeunes. Parce que là où je ne vous rejoins pas, c'est que nous, on ne peut pas considérer, on ne considère pas, c'est ce qu'on constate, que les Français seraient plus égoïstes aujourd'hui qu'autrefois. Au contraire, l'émergence récente du service civique, elle tend plutôt à prouver qu'il y a une volonté d'engagement dans la jeune génération, peut-être dans des formes qui sont différentes de celles qu'on connaissait jusqu'à présent, mais qui est très forte, et en tout cas c'est ma conviction, plus forte que celle des générations précédentes. Si on a fait le service civique en 2010, puisque c'est la date de création du service civique, et pas avant, je crois qu'on aurait plutôt des difficultés à le faire avant. Là, on va à la rencontre d'un désir d'engagement, d'utilité sociale, qui ressent plus fortement que les autres la génération qui a aujourd'hui entre 16 et 25 ans. Le service civique s'adresse à ces jeunes entre 16 et 25 ans, et ce qu'on leur propose, c'est un engagement, à la différence du bénévolat, qui est ramassé dans le temps, puisqu'il est borné dans le temps, il va durer de 6 mois à 12 mois,
sur des durées qui peuvent être assez conséquentes. On est entre 24 et 35 heures par semaine, donc on est sur une activité qui revêt un caractère principal pour le jeune concerné, et il va être indemnisé. Alors il n'est pas rémunéré, il est indemnisé, ce qui le distingue. Et ça fait combien? Il est indemnisé exactement 440 plus 100, 540 euros. Donc 440 euros pris en charge par l'État et 100 euros pris en charge par l'organisme d'accueil. On parlait à Yves Foucault, il pourrait être bénévole ou je ne sais pas comment on dit, engagé. Sans vouloir l'offenser, il est un petit peu âgé pour être volontaire du service civique. C'est jusqu'à quel âge? C'est jusqu'à 25 ans. Ah oui, J'ai cru il comprendre vient juste de passer la limite. Comme il a évoqué sa carte senior, je pense que malheureusement ça le disqualifie pour cette forme-là de volontariat. Mais il y a quand même un pont, il ne faut pas le négliger, entre volontariat et bénévolat. C'est aussi un contact, l'occasion pour des jeunes de rencontrer le monde associatif, alors qu'ils sont peut-être jusqu'à présent à l'écart de ces formes-là d'engagement. Et même si on a peu de recul aujourd'hui, on a l'espoir que ces jeunes volontaires du service civique viennent alimenter les futurs cadres bénévoles des associations qu'ils rencontrent à la faveur de cet engagement très particulier qu'est le volontariat de service civique. Il faut des compétences particulières pour Non, être aucune. volontaire? Le seul critère que l'on retient, c'est la motivation et la disponibilité. On est très vigilant justement de rester extrêmement ouvert à toute forme de jeunes, et on veut faire cohabiter au sein du service civique toute catégorie socio-professionnelle, tout niveau de diplôme, tout niveau de qualification. Est-ce qu'on peut être volontaire si on a un handicap? Complètement. C'est même un objectif au sein de l'agence du service civique qui est très fortement porté par Martin Hirsch, c'est de permettre aux personnes atteintes de handicap de pouvoir être volontaires en service civique. On a assez peu d'exemples aujourd'hui, je le reconnais. C'est partie des points sur lesquels on veut absolument travailler. C'est aussi la raison pour laquelle on a accepté très, très volontiers d'être représenté aujourd'hui au Défi Estival. Ça demande beaucoup de travail. Il faut déjà convaincre les personnes handicapées de faire ce volontariat. Il faut leur faire connaître l'existence de ce programme. Et comme les autres jeunes, elles n'ont pas forcément encore eu vent de cette possibilité, il faut aussi travailler avec les structures associatives ou les collectivités locales qui accueillent les jeunes en service civique pour leur faire comprendre que l'accessibilité du service civique aux personnes handicapées est aussi un enjeu important et central. Comme tous les autres jeunes, elles peuvent beaucoup apporter à la société. Merci beaucoup Jean-Benoît. On va donner la parole à votre voisine Marie-Paule Fernaise. Vous êtes conseillère technique nationale, vous êtes responsable du haut niveau à la Fédération de sport adapté pour les personnes avec un handicap mental ou psychique. Vous êtes salariée? Absolument, bonjour à tous. Absolument, je suis salariée. Est-ce que vous vivez votre place de salarié dans une association où il y a beaucoup de bénévoles? Comment on trouve sa place? Alors, pour répondre à cette question, j'aurais envie de me permettre de plagier un petit peu le slogan des festivals en disant « On pense arriver avec ses différences et on repart avec ses ressemblances ». C'est-à-dire qu'on a une formation différente, on a un itinéraire différent des élus dirigeants, mais par contre, on se rend compte dans le quotidien qu'on a un objectif commun, qu'on a un engagement commun, et c'est en étant très clair sur ce que l'on partage, que l'on arrive à très très bien travailler ensemble et être très complémentaires. On va dire un petit mot sur le sport adapté de haut niveau, parce qu'il y a quand même un événement dans un an, ça sera les Jeux paralympiques. C'est la première fois que les personnes avec un handicap mental ou psychique participent à ces Jeux. En tout cas, ils y reviennent après une longue interruption. Est-ce que pour vous, ça change quelque chose dans l'organisation du haut niveau ? Fatalement, ça change quelque chose dans l'organisation du haut niveau, mais ça change les choses, je dirais, pour tous les pratiquants et encadrants du sport adapté qui aujourd'hui ont une représentation de leurs meilleurs sportifs au plus haut niveau, ont une lumière, ont un objectif également d'élévation et de reconnaissance. C'est-à-dire que les personnes, les pratiquants, les sportifs qui arriveront à décrocher leur qualification pour les Jeux paralympiques représenteront tous les sportifs du sport adapté. Merci. On va donner la parole à la déléguée générale de la Fondation SNCF, Marianne Eschet, bonjour. Vous, c'est un peu le contraire. Vous avez des salariés et vous leur permettez de vous engager auprès des associations. Vous les détachez de l'entreprise en leur libérant du temps pour qu'ils aillent travailler auprès des associations. On peut résumer comme ça ? Oui. Absolument. C'est un des dispositifs que nous sommes en train de lancer à la SNCF, c'est-à-dire le mécénat de compétences, qui est une forme de bénévolat, mais pris sur le temps de travail et pas sur le temps de loisir. Donc ça change tout, évidemment, parce que c'est un engagement de l'entreprise qui détache son salarié, donc c'est bien sûr à la charge de l'entreprise. Ça vient compléter, si vous voulez, le soutien financier qu'on apporte déjà aux associations.
Donc c'est un dispositif qu'il faut vraiment construire au sein de l'entreprise, puisque l'employeur reste l'employeur du salarié, même quand il est au sein de l'association. Et donc nous avons construit cela avec la direction des ressources humaines depuis plusieurs mois, pour être en mesure de pouvoir proposer un dispositif complet. Et nous sommes en phase d'identification d'associations et des missions que pourraient remplir ces futurs Alors, essayons de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Je suis salarié de la SNCF. Je fais quoi? J'appelle la fondation, je vous appelle, et puis vous me trouvez où je dis j'ai envie de travailler avec la Fédération de sport adapté, et vous allez me dire Banco, libérez-moi 35 heures par semaine. La première étape, parce que c'est toujours compliqué, la première étape, c'est une identification de la part de la direction des ressources humaines et de la fondation conjointement d'une dizaine d'associations et d'une centaine de missions au sein de ces associations. On va commencer comme ça déjà, c'est pas mal. Et puis donc ces missions seront donc sur le site internet de la SNCF et de la Fondation. Et nous allons évidemment faire un appel à candidature au sein de l'ensemble de la SNCF, 150 000 personnes, donc vous voyez qu'il y a de quoi faire, et qui pourront donc venir regarder, découvrir ce type d'implication et puis choisir parmi les missions. Dans un deuxième temps, si certains salariés viennent avec une proposition, nous pourrons l'analyser en quelque sorte. On peut détacher combien de temps? Alors, la proposition aujourd'hui, c'est on va partir avec une centaine de salariés et de 1 à 10 jours pour chaque salarié par an. Voilà, donc ça fait 10 jours. On peut être libéré 10 jours par an pour être... Voilà, avec l'accord bien sûr de son supérieur hiérarchique, ça va de soi. Donc c'est déjà un bon début, 10 jours par an. Je connais assez bien ce qui se passe dans les autres entreprises qui ont lancé le mécénat de compétences. Et donc on est parfois à 1 jour, à 3 jours, à 6 jours. Donc 10 jours, c'est déjà pas mal parce qu'il faut détacher. Alors on sait que la plupart de ces salariés sont des salariés cadres des fonctions support, puisque c'est souvent ce qu'attendent les associations, tout ce qui est gestion, informatique, communication, RH, pourquoi pas, voilà, ou juridique. Donc il faut pouvoir évidemment se mobiliser et partir de son job 10 jours par an, voilà. Donc c'est un début. Il y a un vrai esprit d'entreprise à la SNCF. On est cheminots, peut-être avant tout. Je ne sais pas si c'est encore valable aujourd'hui. Est-ce que cette notion de mécénat d'entreprise, cette implication des cheminots dans des actions humanitaires ou autour du sport, ça fait partie, on peut dire, des valeurs de l'entreprise? Mais complètement. Donc c'est vrai que j'ai répondu à votre question, mais j'avais envie de vous dire que le bénévolat, il est inscrit dans l'ADN des cheminots. C'est vraiment, ce sont des gens qui spontanément sont dans des associations, donnent de leur temps. Donc il y a des milliers de cheminots qui tous les jours sont membres d'associations et donnent de leur temps. D'ailleurs, le programme historique de la Fondation SNCF, c'est de soutenir l'engagement bénévole des cheminots dans des associations. C'est ça le premier dispositif historique. Et tous les ans, nous finançons 300 projets des associations dans lesquelles les cheminots sont bénévoles. Donc vous voyez déjà l'engagement très très important des cheminots. Et aujourd'hui, nous proposons aux cheminots, aux salariés de la SNCF, sur leur temps de travail maintenant, de s'engager également dans des associations. On va essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on forme les bénévoles, comment est-ce qu'on évolue dans ce métier de bénévole. J'ai fait une photocopie. Le Parisien de ce matin dit les associations recrutent 4600 bénévoles à Paris. On va demander, Dominique Thierry, tout le monde peut venir, on nous dit une disponibilité limitée. On peut venir même si on n'a que quelques heures. Comment on entre dans le bénévolat? Et est-ce qu'on veut faire carrière dans le bénévolat? Comment on commence déjà? Je ne sais pas d'où sort ce chiffre, mais enfin, c'est intéressant. Je pense qu'il est sous-estimé. Bon, voilà. 4600 à Paris, à Paris, oui. Bon, alors je ne sais pas à partir de... Bon, grosso modo... D'après le Parisien, il y aurait 400 000 bénévoles à Paris. Oui, ça c'est à peu près exact. Oui, et on en cherche 400 000 pour aujourd'hui. Voilà. Il en faut 4600 aujourd'hui. 4600 aujourd'hui. Nous-mêmes, nous recevons physiquement des personnes qui viennent nous voir dans des permanences 350 France entière et qui viennent nous voir. D'ailleurs, souvent, ils ne viennent pas en disant « j'ai envie de faire du bénévolat ». Ils viennent avec le mot très simple « j'ai envie de faire quelque chose ». Et
Ce quelque chose, c'est important. On reviendra sur les articulations. Et donc, à ce moment-là, on essaie de connaître leur motivation, les champs sur lesquels ils ont envie de s'engager, le temps qu'ils ont, tout ça, pour essayer de leur trouver le chaussure à leurs pieds. Et souvent, des gens, y compris des salariés, nous disent « j'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que je peux quand même faire du bénévolat ?» On leur dit « oui, bien sûr ». Alors, vous les orientez comment? Alors après, nous notre Parce que vous êtes un espèce de guichet unique, non, de portail, comment on dit? Non, nous sommes une association d'associations et on va voir des associations des associations qui viennent nous voir, qui sont d'ailleurs adhérentes de France Bénévolat, donc, et qui nous disent je cherche des bénévoles. Bon, alors généralement quand elles viennent nous voir, c'est pas original. Il y a sur les 1 200 000 associations, il y en a la moitié qui cherchent des bénévoles. Donc, et elles cherchent des gens compétents, des comptables et des responsables oui, là, on va y aller informatique. pas à pas. C'est-à-dire qu'il y a à la fois besoin de... Et on ne veut pas hiérarchiser surtout les formes d'engagement. On a besoin... Et on a un premier slogan, nous, qui est important dans l'éthique de France Bénévolat, c'est le droit au bénévolat pour tous. C'est-à-dire des gens qui ont envie de donner leur temps. C'est notre mission de leur trouver des missions adaptées, etc. Et surtout pas hiérarchisées. Alors, c'est vrai qu'à l'autre bout, les associations ont besoin aussi de gens compétents, de plus en plus compétents. Et donc, il faut trouver les bonnes associations, les bonnes missions qui répondent aux vœux, aux souhaits de tout le monde et en même temps qui répondent aux besoins des associations. Donc, c'est une mayonnaise, entre guillemets, un peu compliquée, mais ça, c'est notre mission. Et à partir du moment où les gens ont trouvé l'association qui leur convient, du point de vue de leur intérêt, de leur motivation, du champ sur lequel ils veulent intervenir et de leur disponibilité, après, il convient que les associations les accueillent bien, les intègrent bien, les forment bien. Elles ne le font pas toujours? Globalement, en moyenne, oui, mais il y en a quelques-unes qui laissent à désirer. Alors, on a là-dessus un discours assez clair. Un salarié qui est mécontent de son entreprise, pas les cheminots, ils sont tous très contents, mais un salarié qui n'est pas content de son entreprise, il dit toujours sale boîte, au singulier. Un bénévole qui a été déçu par une association, on a quelques chiffres il dit le monde associatif. Donc, quelque part, c'est très important parce que on a une responsabilité collective, et c'est très difficile que quelqu'un qui a été déçu par une association se réengage dans une autre. Donc on dit là c'est très important que... Alors qu'est-ce qu'il faut pour accueillir un bénévole? Il faut lui proposer une formation, il faut lui proposer une mission qui lui corresponde, il faut d'abord l'accueillir. On a fait des choses, c'est-à-dire au sens, en particulier les jeunes. Les jeunes, ce sont la phrase qui nous disent on a besoin il faut absolument qu'on ait le sentiment d'être utile, de servir à quelque chose. On a besoin d'être attendu. C'est important, on a besoin d'être attendu. Et puis après, il y a des processus d'intégration, de compréhension du projet associatif. C'est important, c'est-à-dire même si je n'ai pas beaucoup de temps, je fais qu'une petite activité ponctuelle, etc. Mais j'ai besoin de comprendre le projet associatif dans lequel ce collectif, parce qu'une association, c'est un fonctionnement collectif. Donc, et puis après, il y a des actions de formation plus spécifiques, alors soit sur des activités, dont certaines sont extrêmement difficiles, soit sur des formations plus globales, sur le fonctionnement global de l'association, sur des missions pour trouver des sous, pour faire de la communication, pour faire de l'informatique, c'est toujours des fonctions transversales. Jean-Benoît Dujol, comment on fait pour être volontaire? On crée, ça commence par Internet, c'est ça? C'est ça. Alors on a un site internet, www.service-civique.gouv.fr, qui est en quelque sorte une plateforme de mise en relation entre les jeunes qui recherchent des missions de service civique et les organismes d'accueil qui cherchent des jeunes pour accomplir ces missions de service civique. Donc le site il est construit autour d'un moteur de recherche qu'on renseigne très simplement en disant je cherche une mission dans tel domaine, à tel endroit, à telle date, éventuellement avec tel organisme. Et on a un système qui permet de sortir ces fiches de mission et de candidater ensuite on directement. Dépose un CV? On ne dépose pas de CV. Parce que justement, on l'évoquait à l'instant, on ne souhaite pas placer de barrières en termes de qualification particulière, mais on remplit une lettre de motivation directement en ligne où on explique les raisons pour lesquelles on souhaite faire ce service civique. Et on rentre directement en contact avec l'organisme d'accueil, ça ne passe pas par l'agent du service civique qui se contente de jouer les marieurs ou les intermédiaires entre le jeune
et la structure. Je voudrais réagir sur ce qui a été dit à l'instant à propos des motivations des bénévoles. Nous, on s'est interrogé sur celle des volontaires. Et on a sur ce site précisément des jeunes qui laissent leurs coordonnées parce qu'ils cherchent des missions de service civique. Aujourd'hui, on a 65 000 jeunes inscrits sur le site qui réfléchissent à plus ou moins court terme à accomplir ce service civique. On leur a demandé il y a quelques mois les raisons pour lesquelles ils s'intéressaient au service civique et ce qui est recherché dans cet engagement, car en général, ils n'avaient pas encore contracté, hein, c'était prospectif. Ils ont dit deux choses, vraiment deux motivations complètement imbriquées dans leur esprit. C'était d'abord être utile à eux, vraiment une volonté de développement personnel dont il faut tenir compte, et être utile aux autres. Donc des motivations extrêmement pragmatiques, et plus que l'égoïsme, je crois que c'est le pragmatisme en fait la caractéristique de ces jeunes, et ils jugent sur pièce. Ils regardent ce que la mission va leur apporter à titre personnel, est-ce qu'ils vont être mis en situation de faire des choses, et deuxièmement, est-ce que les choses qu'ils vont faire vont directement produire de la valeur, des choses utiles pour leur environnement, pour les usagers de l'association dans laquelle ils travaillent. Ils jugent vraiment sur pièce, sur le retour pour eux et pour les autres de ce qu'ils accomplissent. Combien de temps ça dure un service civique? Entre 6 et 12 mois. Entre 6 et 12 mois. Donc on peut faire un programme de formation, parce que j'imagine que quand on est jeune et qu'on s'engage auprès du service civique, on a aussi à un moment donné la perspective de l'emploi derrière. Comment ça s'inscrit dans ce processus de qualification? Alors d'abord, il y a un décret tout récent qui est sorti au mois d'août qui prévoit la reconnaissance du service civique dans tous les cursus d'enseignement supérieur. Donc ça va prendre un peu de temps à se mettre en place. Mais une obligation qui était posée par la loi et qui est déclinée de façon concrète dans les textes désormais, c'est que dans la plupart des cursus, à l'université par exemple, on doit tenir compte, lorsque c'est le cas, qu'un volontaire, qu'un jeune étudiant a accompli son service civique. Donc ça peut se traduire très concrètement par des points supplémentaires pour l'obtention de tel ou tel diplôme. Donc pour l'instant, ça n'a pas encore d'existence concrète, mais le point de départ, c'est ce décret. Il a été publié il y a quelques semaines et on se met en... C'est de la validation des acquis de l'expérience. En quelque sorte, c'est pas de la VAE au sens juridique du terme, mais c'est une validation dans le cadre du cursus de formation initiale de l'accomplissement d'un service civique. Deuxièmement, il y a des écoles aujourd'hui, je pense à une école comme HEC, mais il en existe beaucoup d'autres, qui autorisent le service civique pendant l'année de césure en lieu et place d'autres choses. Il y en a qui partent à l'étranger, d'autres qui vont faire un stage, et certains pourront faire un service civique. Plus fondamentalement, les jeunes qui accomplissent un service civique, ils en sortent transformés parce qu'ils se révèlent à eux-mêmes. C'est vraiment une rencontre, bien sûr, avec plein d'autres personnes, avec d'autres volontaires, avec les usagers de la structure, mais c'est aussi une rencontre avec eux-mêmes. Et souvent, c'est pas tellement qu'ils acquièrent de l'expérience, mais qu'ils se découvrent des qualités qu'ils ne soupçonnaient pas. Et nous, on le constate chaque fois qu'on écoute ces jeunes qui nous racontent leurs 6 ou 9 mois, ou 10 mois, ou 12 mois de service civique. Donc on a un dispositif de recensement de ces compétences révélées ou acquises. On remet à chaque jeune une attestation de service civique qui lui permet de faire valoir l'ensemble des choses qu'il a accomplies, qu'il a révélées au cours de son service civique. Enfin, et donc là c'est complètement en aval du service civique, on travaille avec un certain nombre de grandes entreprises, peut-être avec la SNCF bientôt, pour que cette notion de service civique soit bien comprise au niveau des RH par les chargés de recrutement, pour que lorsqu'ils reçoivent un CV, ils identifient très vite cette ligne service civique et que ce soit identifié comme quelque chose de positif et une plus-value pour le recrutement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de son service civique, d'encadrement de sportifs par exemple? Par exemple, effectivement, on a des missions dans le domaine sportif. En particulier, on a un partenariat avec le CNOSF et le Comité olympique et sportif national. Exactement. Français. On a diffusé une série d'outils, de fiches thématiques qui permettent de bien cibler des missions de service civique dédiées au sport.